On est parti, on démarre notre conférence de presse du mois d'octobre. Merci d'être venus si nombreux, toutes et tous, à cette conférence. Je salue aussi les quelques journalistes qui sont en ligne, en visio, qui n'ont pas pu se déplacer jusqu'ici aujourd'hui, et qui donc ne goûteront pas les bons plats que le restaurant Poulich, je crois c'est ça, nous prépare pour ce midi. Je crois que vous avez le menu quelque part qui vous a été remis, donc on va vous faire saliver un petit peu en vous parlant un petit peu de l'œuf et d'autres sujets. Donc je me présente, Yves-Marie Baudet, je suis éleveur de poules pondeuses dans les Côtes d'Armor, proche Lamballe, avec des œufs ou des poules, je dirais plutôt plus exactement élevées en mode standard, en plein air ou au sol. Donc ce sont les codes 1, 2, 3. Alors si vous rajoutez le 0 du bio et vous avez le panel total des œufs que vous pouvez retrouver dans la grande distribution. Donc voilà, je suis aussi président du CNPO d'Interprofession des œufs, qui regroupe les 6 collèges, une interprofession longue, qui regroupe les 6 collèges de la production, de l'alimentation animale, les couvoirs, vous avez aussi les abattoirs, vous avez aussi la grande distribution et les conditionneurs et industriels de l'œuf. Donc plusieurs personnes que vous retrouvez dans cette salle et qui pourront répondre à vos questions et intervenir à tout moment, hein, puisque nous avons un éleveur, nous avons un représentant de la fédération de la distribution, nous avons un représentant ou deux représentants plutôt de la fédération des conditionneurs industriels de l'œuf. Nous avons Alice, notre directrice, qui est ici présente. Et puis nous avons aussi un représentant des couvoirs français. Donc vous pourrez poser toutes vos questions à la suite de la petite présentation d'environ 30 minutes qu'on va faire actuellement. Alors, interviendront dans cette présentation de 30 minutes à peu près Loïc Colombel, le vice-président du CNPO, donc qui se présentera aussi après, Alice Richard, et je remercie aussi Olivier Chaput, le chef Olivier Chaput, qui viendra aussi nous parler de son initiative à l'occasion de la Journée mondiale de l'œuf qui arrive rapidement. Donc une conférence de presse, les œufs de France, une filière d'avenir face à la consommation qui bat des records. Une filière qui a un objectif d'ici 2030, qu'on vous avez déjà décrit en juin, mais il est toujours bon de le rappeler et vous faire un petit point de là où on est rendu. Et puis un appel aux jeunes générations à rejoindre ce merveilleux métier d'éleveur et aussi bien intervenant dans la filière de l'œuf, dans quelque entreprise que ce soit. Alors, un programme essentiellement en 2 parties, comme je vous le disais. Une partie marché et une partie événement, Journée mondiale de l'œuf. Je vais céder la place à Alice qui va vous parler du marché de l'œuf. Merci Yves-Marie. Alors bonjour à tous, donc merci pour votre présence aujourd'hui. Alice Richard, moi je suis la directrice du CNPO. Comme d'habitude, on vous fait un petit point sur les tendances de marché et sur la consommation des œufs. Ce qu'on a observé, donc pour rappel, c'est que dans un contexte où il y a des difficultés sur le secteur alimentaire, mais les œufs ont toujours, se démarquent. Et notamment en 2023, on était à plus 3% en volume. Et ce qu'on constate sur les premiers mois de 2024, c'est qu'on est à plus 4,4%, comparé à la même période en 2023. Donc on est vraiment sur une tendance à la hausse. Et le marché est surtout porté par 2 segments qu'on vous a mis ici. Donc plus de 9% sur les œufs issus de poules élevées au sol et un peu plus de 7% sur le plein air. Donc c'est vraiment un marché dynamique qui est porté principalement par ces 2 segments-là. Si on regarde toujours en termes de conso, donc pour rappel, on a estimé qu'en 2023, les Français avaient consommé 224 œufs par personne. C'était un record parce qu'on est à plus 24 par rapport à 2013. Donc c'est vraiment ce qu'on a constaté sur 20 ans, c'est un record de consommation. Et cette consommation, elle se fait quasiment pour moitié en GMS. On a 12% qui se fait via la restauration hors domicile et un peu plus de 40% via les ovoproduits. Donc c'est tout ce qu'on retrouve dans les préparations, les produits préparés à base d'œufs.
Donc voilà pour la partie conso. Et sur la partie prix, ce qu'on constate, c'est qu'on a une baisse des prix de moins 0,8% sur les 8 premiers mois de 2024. Et on vous a extrait un chiffre intéressant sur le plein air où on constate une baisse de 1,8%. Donc on voit qu'il y a une diminution des prix de vente qui s'observent en magasin et que c'est dû à la répercussion finalement de la baisse des coûts de production via Egalim. Et pour rappel aussi, donc dans l'enquête qu'on mène une fois tous les 2 ans, pardon, on a bien vu que l'œuf, ce qui explique la position de l'œuf dans le secteur alimentaire actuellement, c'est qu'il est considéré vraiment comme un produit anti-crise par 7 Français sur 10. Et donc il est considéré aussi comme la protéine animale la plus abordable par 87% des Français. Donc voilà rapidement en termes de panorama ce qu'on pouvait vous dire sur la consommation des œufs depuis début 2024. Et je cède la parole à Loïc. Bonjour, donc moi je m'appelle Loïc Coulombel, enfin, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je co-dirige une entreprise qui produit des œufs en France et transforme des œufs en nouveaux produits principalement. Et je suis vice-président du CNPO et vice-président du SNIPO. Moi, je vais vous parler un petit peu de la production. Donc, on a une production qui a repris un petit peu de dynamisme, mais on reste quand même sur une reprise très timide, puisqu'on est revenu le premier producteur européen d'œufs en 2023, une place qu'on avait partagée avec l'Espagne et l'Allemagne en 2022 à cause de la grippe aviaire. On est à 4% de plus en production par rapport à l'année 2022, à 14,9 milliards d'œufs. Mais on reste toujours en dessous de la production de 2021. Aujourd'hui, on est toujours avec un chiffre de 4,2% inférieur à la production de 2021. Et on estime, enfin l'Itavi estime que la production 2024 sera stable. On est à moins 0,3%, mais compte tenu des incertitudes éventuellement sanitaires et autres, on peut considérer qu'on a une production stable. Mais on a toujours un problème parce que, au niveau de la filière, puisqu'on n'est pas à 100% d'auto-approvisionnement. On est remonté à 99,7 en 2024, selon les projections Itavi, après avoir été à 99 en 2023. Mais notre objectif, c'est d'avoir 102% d'autoproduction, de niveau d'auto-approvisionnement pour être assuré d'avoir une quantité d'œufs disponible suffisante par rapport à la croissance. On a un solde de balance commerciale qui s'améliore parce qu'on a une reprise des exports de vos produits à produits à plus forte valeur ajoutée, mais on sort de grosses turbulences sur les 2 années précédentes par le manque de disponibilité. Et globalement, on a quand même un marché qui est dynamique. Je vais repasser la parole à Yves-Marie Baudet qui va vous parler un petit peu des moyens que la filière va mettre en œuvre pour satisfaire les besoins d'augmentation de consommation et de production dont on a besoin. Merci Alice et Loïc pour cette brillante présentation. Très claire dans les explications. Alors voilà, vous avez vu 99,7% d'autosuffisance en œufs. C'est bien, presque à 100%. Bon nombre de filières animales françaises, notamment la filière volaille, serait très heureuse d'être à ce niveau d'autosuffisance et de pouvoir répondre à un objectif, c'est celui des Français qui plébiscitent l'origine française. Une importance primordiale pour 9 Français sur 10, l'origine France, et ça a une influence positive dans leurs achats pour environ 75-76% de leurs œufs sous forme coquille ou sous forme transformée. Donc on a quand même un défi, c'est de répondre à ça, aux attentes de nos citoyens, c'est-à-dire de travailler sur une origine France et puis une origine qui nous paraît primordiale quand vous avez une géopolitique un peu troublée et qu'il faut mieux compter sur notre production pour se nourrir plutôt que de compter sur d'autres pays éventuels qui pourraient nous approvisionner. Mais bon, quand ça bloque, on l'a vu sur des exemples comme des masques ou du gaz ou des graines de moutarde. Donc nous, on ne veut pas arriver là. On veut rester souverain en œuf en France. Pour cela,
au sein du CNPO, on a réfléchi, les 6 collèges ont réfléchi sur un nouveau plan de filière. Vous aviez eu connaissance du premier plan qui était sorti en 2017-2018, je crois. Et donc, on a réfléchi à un nouveau plan, nous, à 2030, pour répondre à ces enjeux-là, considérant que les turbulences qu'on a connues nous ont quand même très largement retardé nos objectifs, mais il faut quand même se donner un cap. Et le cap qu'on se donne aujourd'hui, c'est la construction de 300 poulaillers d'ici 2030. Indispensable pour répondre à la hausse de la demande. Ce nouveau plan de filière, comme je vous le disais, tous les maillons se sont engagés, y ont réfléchi et ont validé ces orientations. Et notamment écrit ce plan de filière sous forme de 4 axes principaux. On les avait présentés en juin, ces 4 axes. Aujourd'hui, on va plutôt revenir sur l'axe 1 et 2. L'axe 1, une filière engagée pour assurer la souveraineté alimentaire de la France. Un axe 2, une filière durable et active pour répondre aux enjeux sociétaux. Un axe 3, une filière mobilisée pour renforcer les liens entre tous les acteurs, de l'amont au consommateur final. Et un axe 4, une filière source d'innovation au service de l'agilité de ces différents maillons. Je vous ai parlé des 300 poulaillers. Le deuxième objectif, vous l'avez ici en bas aussi, c'est 90% de poules élevées en élevage alternatif. J'y reviendrai par la suite. Ça, je vous l'ai déjà dit parce que ces 300 poulaillers, un autre chiffre, mais j'aurai le temps de vous le rappeler, notamment sur la conclusion. 300 poulaillers, c'est 300 millions d'euros. Il faut bien mesurer cette base d'investissement. Sur l'axe 1, on vous avait notamment dit que la filière s'était fixée plusieurs axes de travail. C'était d'améliorer l'acceptabilité sociétale de l'élevage. Donc là, il y a un travail qui s'est engagé notamment avec le ministère de l'Agriculture, alors qui va sans doute continuer avec le nouveau ministre, mais de travailler toutes les filières animales confondues sur cette acceptabilité sociétale. Renforcer l'attractivité des métiers et favoriser le renouvellement des générations, c'est-à-dire trouver des porteurs de projets et aussi trouver des femmes et des hommes pour travailler dans nos entreprises. Donc bien sûr, maintenir les activités des couvoirs sur le territoire, ça nous tient à cœur. On a une sélection qui est très présente en France et qui s'exporte dans le monde. Il faut qu'on soit capable de maintenir ça avec les couvoirs, les 5 couvoirs qui nous fournissent aujourd'hui plus de 40 millions de poussins nécessaires au renouvellement de nos effectifs dans nos bâtiments. Développer le maillage territorial, ça aussi, on peut par exemple l'illustrer avec la directive transport, bien-être animal transport de l'Europe qui nous limite dans les temps de transport des animaux. Là, si on n'est pas capable de développer un maillage territorial, eh bien, il y a des régions de France où on ne pourra pas maintenir d'élevage. Ça, c'est aussi simple que ça. Pérenniser les modes d'élevage sous signe de qualité. Donc, par exemple, vous avez vu le bio qui a été chahuté ces dernières années. Ça, c'est important qu'on puisse aussi sécuriser les éleveurs, notamment, puisque le consommateur peut avoir des envies à certains moments et moins à d'autres. Qu'est-ce qu'on fait de la production dans ces cas-là? Et tous ces signes de qualité ont des coûts de production élevés, donc il faut qu'on soit capable de sécuriser ces éleveurs-là. Et puis, garantir l'origine française et la traçabilité. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille à très court terme, puisque les œufs, si vous achetez des œufs dans la grande distribution, je l'espère, tous les Français vont dans la grande distribution. Donc vous remarquez sur les œufs coquilles, ce qui est marqué, le 1 FR, le 0 FR et tout ça. Ça, c'était quelque chose qui se faisait au centre de conditionnement. À partir de octobre 2024, alors on va avoir un petit temps d'adaptation, mais à partir d'octobre 2024, cette traçabilité se fera dès la première mise en emballage, donc à l'élevage. Les éleveurs vont devoir s'équiper de marquage des œufs. Donc là, on sera encore sur une traçabilité plus forte. Et quand vous consommerez un œuf bio, vous êtes sûr que ce sera un œuf bio. Et peut-être pas un œuf qui aurait pu être élevé au sol et par une manipulation bizarre, se serait retrouvé dans une boîte en bio. C'est des choses qui n'existent peut-être pas, mais on en sera sûr avec ce marquage à l'élevage. Voilà sur cet axe 1, sur quoi on veut travailler. Je suis déjà revenu sur cette diapositive. Sur l'axe 2, une filière durable et active pour répondre aux enjeux sociétaux. Donc là, parmi les objectifs en faveur du bien-être animal, là c'est un objectif fort, c'est 90% des poules pondeuses dans des systèmes alternatifs à horizon 2030.
Juste pour rappel, système alternatif, c'est tout sauf modèle standard. Hein, ça, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez acquis. Alors, ce sera peut-être plus un système, ce n'est plus un système alternatif, puisque ce système-là, qui représentait 67% des modes d'élevage en 2021, est monté à 73% en 2023, et aujourd'hui est largement, très largement dominant dans les systèmes d'élevage en France, comparé aux 39% en Europe, où là en Europe, ces chiffres-là vous les avez aussi sans doute en tête, mais on a une grosse disparité entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, et je dirais que la France est très largement au-dessus de cette moyenne européenne en termes de réponse aux souhaits du citoyen de voir les poules élevées en mode alternatif. Donc nous, c'est objectif 90% en 2030. Ces œufs alternatifs en 2004, vous le voyez là aussi sur cette diapositive, c'est un système d'élevage publicité en magasin, avec cette prédominance qui ne cesse de monter. Hein. Donc en 2023, 78,6%. Et en 2024, on va arriver à 80% d'œufs issus de modes alternatifs vendus dans nos magasins. Vous avez le panel de tous ces chiffres-là qui résument bien que l'œuf plein air a une part prédominante aujourd'hui, 43%, et le sol qui arrive à 20%. Et on peut penser qu'à terme, les cages aménagées seront remplacées par peut-être plus par des poules au sol que par des poules plein air dans les magasins. Quelquefois par un problème de disponibilité de foncier. Sur les ovoproduits, les œufs mode alternatif représentent 53% des utilisations d'œufs, contre 47% pour les modes cage. Donc c'est pareil, c'est un pourcentage qui ne cesse de grimper. Et puis dans la restauration, là aussi, ça c'est des marchés qui font appel de plus en plus au mode alternatif. Vous avez là les chiffres qui illustrent ces proportions. Quelquefois, le recours au mode alternatif est un peu freiné par la disponibilité des œufs. Il n'est pas toujours facile de trouver des œufs en côte d'œufs ou en plein air, en poule au sol plutôt, ou en plein air. C'est pas toujours facile d'adapter, voire quasi impossible d'adapter à l'instant T la production et la demande. Vous avez tous connaissance des délais qu'il faut pour construire un bâtiment, pour transformer un bâtiment. Les délais aussi, quand un lot de poules pondeuses est lancé pour 15 mois, on ne peut pas changer le lot comme ça. Donc, c'est pas toujours facile de répondre à cette demande-là. Je redonne la parole à Loïc Colombel pour la suite. Merci Yves-Marie. Moi, je vais vous parler un petit peu des actions du deuxième volet, donc la Journée mondiale de l'œuf, qui est un point fort dans notre plan de communication annuel, avec beaucoup d'animations qui vont avoir lieu un peu partout en France. Déjà, un premier petit point sur l'importance de la production mondiale d'œufs. C'est 1700 milliards d'œufs qui sont produits chaque année, même un peu plus aujourd'hui, parce que dans tous les pays au monde, on voit que la production et la consommation d'œufs augmentent. Donc on est sur des chiffres de 2022, donc on sera un peu plus haut aujourd'hui. C'est la 28e édition cette année de cette journée mondiale qui se déroule toujours le deuxième vendredi d'octobre. Donc cette année, ce sera le 11 octobre. C'est une initiative qui a été mise en place par l'IEC, qui est l'International Egg Commission, qui est une association qui regroupe les producteurs, transformateurs, centres de conditionnement et tous les métiers de la filière œufs au niveau mondial, qui a 2 conventions par an généralement et qui amène un certain nombre d'actions de communication et de favorisant la consommation et la production d'œufs. C'est 100 pays qui sont concernés par cette opération sur le mois d'octobre, en partant de l'Australie jusqu'au Zimbabwe. Et donc ça se caractérise par des animations généralement, festivals, concours, démonstrations, chasse aux œufs, plein d'actions qui sont faites, et on a un hashtag World Egg Day qui est mis en place au niveau mondial. Au niveau français, donc nous, on a un tas d'actions qui sont menées, toutes pédagogiques,
ludique ou gourmande dans tous les secteurs, soit sur les réseaux sociaux, soit avec l'appui de réseaux de chefs ou encore le Trophée de l'œuvre. Je vais reprendre un petit peu les différents points. Notre point phare, c'est la mise en place d'un jeu où on a changé notre mode de travail. On reste toujours avec notre marque Cocotte, mais sur Instagram et sur Facebook. Mais là, on a un jeu où on va se faire affronter sur le mode un peu Candy Crush, ceux qui préfèrent les œufs au plat ou ceux qui préfèrent les œufs à la coque. Et il y a des prix à gagner, donc tous les jours, il y a des prix à gagner sur ce jeu. Et on a un grand gagnant qui sera par tirage au sort le 11 octobre avec une PlayStation 5. Et donc, à côté de ça, on a d'autres actions. Et là, je vais inviter Olivier Chaput, donc, pour les enfants cuisine, pour qu'il nous présente un petit peu les actions qu'ils vont mener. Et je reprendrai la parole après pour vous parler des autres actions. Olivier. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Olivier Chaput, je suis chef Eurotoc. Ça, c'est mon premier chapeau. Donc, Eurotoc, c'est une association de chefs qui se bat pour les produits et les bons produits, essentiellement. Et je m'occupe de la commission des enfants au restaurant au sein d'Eurotoc. Et en 2011, j'ai créé une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine, donc celle-ci. Et en fait, c'est une association qui a pour but de mettre l'éducation à l'alimentation dans les écoles. Alors, ce qui était un gros mot il y a à peu près 15 ans, c'est devenu carrément quelque chose d'assez extraordinaire maintenant. Et on se régale parce qu'on a à peu près 150 chefs adhérents dans toute la France. Donc, on est une association nationale. Et donc, on se bat pour le bon et bien manger des enfants. On fait de l'éducation à l'alimentation de façon très simple. En fait, on ne change pas les codes qui peuvent se trouver dans les familles, par exemple, mais on va amener, nous, en tant que chef de cuisine ou de pâtisserie ou secteur des métiers de bouche, des techniques qui vont permettre aux enfants un petit peu de pouvoir voilà, se faire à manger, connaître les produits, connaître aussi les cuissons et ainsi de suite. Et pour cette fameuse journée mondiale de l'œuf, on a eu une idée assez sympa, c'est de partir tout simplement d'un œuf brouillé. On s'est aperçu que pendant la période Covid ou après Covid, l'œuf était quand même un outil anti-gaspi assez extraordinaire dans notre métier et surtout un outil anti-crise. Donc on pouvait aussi très bien le pimper avec plein d'autres choses différentes. Et on a 10 régions de France donc, qui ont joué le jeu avec 10 chefs qui vont être dans toute la France. Et on va faire des œufs brouillés avec les enfants et on va pouvoir rajouter l'ingrédient. Alors soit partir sur un jeu un peu anti-gaspi où on va leur proposer divers produits ou alors carrément un produit de région et on va pouvoir, voilà, chacun va pouvoir construire son œuf brouillé, le goûter, voilà, et on va parler, on va en profiter pour pouvoir en parler. On a créé pour l'occasion un kit pédagogique. En fait, ces kits pédagogiques, juste pour vous résumer, quand on agit dans une école, on essaie de se caler le plus possible au programme scolaire. Ça évite que l'éducation nationale nous dise qu'on perd du temps. Donc du coup, on essaye de se caler le plus possible. Et dans chaque action, dans notre kit pédagogique, on peut rajouter, comme là par exemple avec le CNPO, on a rajouté des explications autour de l'œuf pour que l'enfant aussi puisse comprendre et identifier. Notre but à nous, c'est de jamais être anti. On parle de tout le panel alimentation qui existe. Mais on dit juste à l'enfant que son ennemi, c'est l'excès. On va pas lui dire ne va pas chez un fast-food, de toute façon il va y aller. Et on va lui dire par contre tous les jours ça peut être un peu compliqué. Donc en fait on essaie de lui expliquer voilà, les bons produits, d'où ça vient et lui expliquer tout le panel autour de l'alimentation. Donc la moitié de la classe sera avec le chef de cuisine où ils vont faire le petit atelier œuf brouillé pimpé façon régionale et l'autre moitié sera sur le kit pédagogique et après la récré on inverse et voilà. Et ça c'est notre méthode et on fait ça cette année avec les CM1, CM2. Et on agissait avant Covid de 2 ans à 14 ans. Mais vous avez vu qu'on tous les métiers de bouche sont allés pendant le Covid à Rungis avec le soutien de Stéphane Agnani pour pouvoir prendre des colis de produits bruts et amener aux étudiants. Et ils se sont aperçus qu'en fait, dès qu'on leur donnait des produits bruts, c'était un petit peu compliqué. Ils se disaient, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc maintenant, on agit jusqu'à 20 ans. Et le but de l'association, c'est vraiment de rendre voilà, les jeunes autonomes au maximum sur leur alimentation et qu'ils arrivent à l'âge adulte à pouvoir se nourrir et à surtout travailler avec des produits. Donc voilà, donc nous on est très contents de faire partie de cette journée qui à mon avis s'annonce assez extraordinaire. Ça va être très sympa et voilà, tous les chefs qui rejoignent la bonne cause et en tous les cas sur le bon et bien manger sont très heureux de faire cette journée. Et partant de l'œuf brouillé, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser parce que c'est
On connaît surtout l'œuf au niveau de la pâtisserie, c'est souvent ce qui revient. Mais voilà, donc on va pouvoir donner un truc astuce. Et la dernière petite chose que je vais vous dire avant de vous donner la parole, ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'œuf, on a une question essentielle. À chaque fois qu'on fait des ateliers autour de l'œuf, c'est pas d'où ça vient, comment c'est produit et tout ça, donc c'est assez rigolo. C'est quand je fais une mayonnaise, il me reste des blancs, j'en fais quoi? Quand je fais telle chose, il me reste des jaunes, j'en fais quoi? Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en parlant de ça aux enfants, ben, quand ils rentrent au foyer, ben, il n'y a plus de gaspillage non plus autour de l'œuf. Donc c'est assez rigolo. Donc c'est pour ça qu'on existe. Donner des trucs et astuces. Merci beaucoup. Merci Olivier pour ta passion et la communication et ces actions autour de l'œuf. Donc toujours avec le réseau Eurotoc, on met également en place des masterclass dans des lycées hôteliers, donc où là on va avoir un programme également d'échange avec des professionnels. On participe, certains administrateurs et personnes engagées au niveau du CNPO vont participer à ces journées. Et donc dans le cadre où on va présenter des éléments de la filière, on va répondre aux questions des étudiants. Et donc, ça, c'est des recettes qui sont relayées sur Instagram par la communauté Eurotoc et qui sont reprises par le CNPO, bien sûr. On a également dans le 11 octobre, donc ce sera également le lancement du Trophée des œufs de France. Donc on fait tous les 2 ans, trophée qui s'adresse à des apprentis cuisiniers entre 16 et 24 ans. Donc le retrait des dossiers d'inscription sera entre le 11 octobre et le 15 décembre avec des recettes à rendre avant le 3 mars 2025. Et le sujet cette année, enfin ce sera l'omelette. Produit basique, on revient plus sur l'œuf en tant que plat, comme tu viens de le dire tout de suite au niveau des œufs brouillés. Là, donc une valeur sûre, mais sur laquelle on peut avoir plein d'inventivité et de créativité. Et le dernier axe, c'est toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc on est très présent sur les réseaux sociaux, donc avec des influenceurs sur TikTok, sur Instagram, avec des idées de recettes salées, sucrées, toujours des choses qui sont faciles, simples, abordables. On a l'avantage sur l'œuf, c'est qu'on peut l'utiliser comme ingrédient ou comme plat, ou comme plat, et avec toujours des fabrications qui sont pas chères, faciles à réaliser. Beaucoup de créations sur Instagram, donc où on a des vidéos pas à pas. Même moi, j'arrive à faire une préparation, donc c'est pas trop compliqué. On a une communauté aujourd'hui qui atteint plus de 80 000 followers sur Instagram, ce qui est très bien pour nous. Voilà l'ensemble des actions qu'on va faire entre maintenant et jusqu'au 11 octobre. Mais on continue toute l'année à faire de la communication pour promouvoir le produit œuf, que ce soit en magasin ou auprès des industries agroalimentaires ou des restaurations. Et je vais repasser la parole à Yves-Marie pour qu'il nous adresse les messages importants de conclusion. Merci Olivier et merci Louis pour ces interventions. Voilà, on a voulu une conférence très courte et pour laisser une large place à vos questions. Sur des sujets très variés et sujets qu'on a pu notamment évoquer lors de cette conférence sur le fait que les Français consomment de plus en plus d'œufs, hausse de la consommation continue, et ça c'est super pour nous. La production française redémarre timidement après les épisodes d'influenza aviaire dévastateurs. Et on appelle toujours les producteurs à la vigilance sur la biosécurité, puisque ça, ouais, vous voyez bien, à l'automne, ça peut reprendre assez facilement. Donc on est aussi très prudent là-dessus. Mais une production française qui redémarre et qui se fixe 2 objectifs, c'est de construire ces 300 nouveaux poulaillers pour 300 millions d'euros de coûts et d'élever 90% de nos poules pondeuses dans des systèmes alternatifs. Donc ce qu'il faut être certain, c'est que quand vous achetez ou quand vous utilisez des œufs de France, vous êtes sûr d'avoir une qualité d'œuf irréprochable et d'être sur une filière d'avenir. Et parlez-en aux jeunes générations de venir dans nos métiers pour y travailler, pour y avoir des projets sûrs. Et tout nouveau poulailler, c'est un mieux environnemental, c'est un mieux de bien-être animal, sur plein de préoccupations sur le bien-être animal qu'on prend en compte, nous, dans notre filière, et qu'on continue à prendre en filière, qu'on continuera à en prendre en considération dans les années qui viennent. On est une filière qui avance et qui souhaite respecter
les désirs ou les plaisirs du citoyen français dans ses actes de consommation. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire ce matin. On va laisser des questions. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser. Vous avez des éleveurs, comme je le répète, vous avez des éleveurs, des conditionneurs d'œufs, des couvoirs. Vous avez des représentants de la Fédération de commerce. Donc on a une large représentation de la profession. Oui, madame? Oui, bonjour, Olivia Détroyat du Figaro. Je voudrais revenir sur l'objectif de 300 nouveaux poulaillers en 2030 que vous aviez déjà présenté au mois de juin. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de ces projets sont déjà peut-être engagés et quelles sont les grandes difficultés que les porteurs de projets et les éleveurs rencontrent aujourd'hui à l'heure de mettre en place ces nouveaux moyens de production? C'est un plan de filière qu'on a communiqué, comme je vous disais tout à l'heure, au mois de juin. Donc il est encore prématuré d'avoir des résultats chiffrés. En tous les cas, là, il y a 2 salons majeurs qui se sont déroulés en France en septembre. Vous avez le SPAS qui s'est déroulé à Rennes mi-septembre. Et là, cette semaine, encore hier, nous étions au sommet d'élevage à Clermont-Ferrand. Et les constructeurs, les fournisseurs de matériel sentent une émulation autour des projets de pondeuses. Je vois sur Rennes, par exemple, des constructeurs qui m'ont dit on a le même nombre de contacts qu'en 2008, quand il avait fallu faire les transformations cage aménagées pour répondre aux normes de 2012. Donc, ils n'avaient pas connu un salon aussi dynamique que 2008 sur la production d'œufs. Donc, c'est quand même encourageant. Ce sont des jeunes qui viennent voir. Ce sont aussi des agriculteurs sur d'autres filières animales qui veulent aussi s'intéresser à la production d'œufs. Peut-être parce que c'est sur un métier où on est capable de raisonner le temps de travail, on est capable de raisonner la pénibilité de travail et aussi de sécuriser un revenu au producteur par une filière très contractualisée avec soit des organisations de producteurs, des coopératives, des privés et aussi des centres de conditionnement et une intégration vraiment des coûts de revient de l'œuf à tous les maillons jusqu'au consommateur. Ça qui est important, c'est que tous les coûts de production soient bien pris en compte jusqu'au consommateur. Et même si l'œuf a pu augmenter suite à la crise ukrainienne de 25% dans les rayons, la consommation, elle est là quand même. Donc le consommateur, s'il veut de l'œuf français, ça reste quand même une protéine pas trop chère. Je crois qu'avec 2 œufs, ça équivaut à un steak. Donc allons-y, on peut consommer jusqu'à plus de 10 œufs par semaine sans problème. Donc on peut le faire. Les Mexicains sont à 320 œufs, je vous le dis à chaque fois, mais nous on n'est qu'à 220, donc allons-y. Donc voilà. Mais pour répondre à votre question, il y a une dynamique qui s'engage là et des fournisseurs de matériel qui ont une liste de prospects. Alors maintenant c'est un travail et puis on a un frein, quelquefois c'est l'acceptabilité des bâtiments dans les campagnes. Là on a déjà le gouvernement qui avait acté avant le début de l'été sur la réduction des délais de recours, notamment pour les tribunaux. Il y a encore une étape à franchir et on va avoir l'occasion de le dire dans les jours qui viennent à la ministre de l'Agriculture, mais c'est sur cette surtransposition au niveau des seuils d'installation classés. Là, c'est sur transposition européenne. Là, il faut qu'on s'aligne sur ce que l'Europe nous demande, pas qu'on aille plus loin. Et puis, c'est dans les campagnes, il faut communiquer pour convaincre les quelques collectifs qui peuvent se constituer sur de nouveaux projets et qui ne comprennent pas toujours ce que le projet comprend. Et ce qu'il faut bien envoyer, c'est chaque nouveau projet qui va remplacer peut-être un autre bâtiment, c'est du mieux environnemental, c'est du mieux en bien-être animal, c'est du mieux en conditions de travail. Et tout ça est bien repris. Donc, voilà un petit peu, je suis peut-être un peu large, mais... Non, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la réduction des délais de recours et si effectivement tous les décrets sont bien passés et si aujourd'hui c'est effectif? Alors, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus, les tribunaux, je crois que c'est passé à... Je ne pense pas que ce soit encore effectif. Si, ça c'est passé dans la... Mais j'ai plus les... on va vous renseigner, on prendra... C'est dommage, on n'a pas la réponse à toutes vos questions, mais on va prendre votre contact et on va vous revenir par la suite. OK? OK. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Vincent Guillot pour la France Agricole. J'avais une question concernant le financement de l'ovosexage. Il y a eu plusieurs prises de position Il y a des questions qui se posent?
Ouais, il y a des questions qui se posent, je crois, sur l'accord interprofessionnel pour financer l'ovosexage. Il y a eu une prise de position de la CFA en septembre, puis de la FCA un peu plus tard aussi. Je voulais savoir où ça en est. Et j'avais une deuxième question un peu plus marché. Vous évoquiez les taux d'autosuffisance tout à l'heure. Alors quand je regardais le dossier de presse sur le premier semestre de 2024, en 9 coquilles, on a des exportations qui augmentent de 9,8% et des importations qui augmentent aussi de 10,8%. Alors je sais que la réalité est souvent plus compliquée que ça, mais on pourrait se dire de manière assez froide qu'on n'exporte pas les 10% et on sera autosuffisant. Je me doute que la réalité est plus complexe que ça, donc je voulais avoir des explications sur les marchés que servent ces importations et ces exportations. Alors sur les questions de commerce, je vais laisser, je reprendrai pour la première question, je reprendrai la parole après, mais sur les questions de commerce, je vais vous répondre sur la partie commerce, l'export, l'import, c'est pas les mêmes produits. On va exporter éventuellement des œufs en cage parce qu'on en a à un certain moment et que ça peut aller sur un pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qui peuvent en avoir besoin. Et de l'autre côté, généralement, c'est plus de l'import d'œufs au sol qui vont aller vers l'industrie parce qu'on en manque. On n'est pas sur les mêmes produits, on a toujours un échange et à un moment on peut avoir un peu trop d'une catégorie, un peu moins d'une autre. Mais c'est ça qui explique les mouvements. Ensuite, sur la première question, vous aviez une question sur l'ovosexage, le financement de l'ovosexage. Je vois que vous lisez bien la presse, c'est bien, ou vous relayez bien nos messages, et là-dessus on vous en remercie. Donc oui, nous avons un accord qui se termine, un accord sur le financement de l'ovosexage. Donc c'est la fin de l'élimination des poussins mâles. Un accord qui se termine le 30 novembre, donc on est en discussion de renouvellement d'accord. Il y a eu différentes prises de position de certaines familles de l'interprofession. Nous étions sur un coût, sur ces 2 dernières années, aux alentours de 40 millions d'euros sur la prochaine année 2025, on devrait s'approcher des 36-37 millions d'euros puisqu'on arrive à réduire certains coûts. Moi, je vais laisser les différentes familles qui ont pris la parole dans la presse s'exprimer. Moi, je n'ai pas à m'exprimer pour elles. Donc, si la Fédération du commerce, ou la CFA veut s'exprimer sur ce qu'ils ont à dire, moi, voilà. Alors, je suis désolé parce que c'est la FCA qui s'est exprimée dans la presse. Donc, moi, je présente la FCD, donc on ne s'est pas exprimé dans la presse. Je pense que par rapport à ce que dit Yves-Marie, ce n'est pas l'enjeu principal de la filière, mais je vais répondre à votre question. Mais quand vous voyez construire 300 nouveaux poulaillers et Yves-Marie dit 1 million, 300 millions, comme il vient de le préciser, c'est 36 millions sur l'ovosexage. Donc c'est un sujet qui, par rapport aux attentes sociétales et les capacités d'installer un poulailler, sont beaucoup plus gérables et sur lesquels on peut trouver des solutions, comme on l'a fait en décembre 2022, où on a mis un accord très rapidement en place, puisqu'en moins de 2-3 mois, on avait mis ça en place avec un fait réel qui était le fait que seule la distribution prenait en charge la totalité de l'ovosexage des poussins. En termes de bien-être animal, c'est un engagement qu'on avait sur lequel on ne renonce pas. Et donc, par rapport à la question, et si c'est celle-là, la distribution dans son ensemble, et là je pense que je peux m'engager également au titre de FCA, ne met en rien l'engagement que l'on a à couvrir les frais qui couvrent l'ovosexage pour tous les produits qu'on commercialise. Donc c'est après, et par rapport à ce que dit Marie, je le rejoins, c'est une discussion qui a le bénéfice d'être, comme dans les autres interprofessions, les autres filières, se tient au sein de l'interprofession. Il y a des propositions qui ont été émises, et donc on est dans un délai qui sera sans doute tendu, mais qui doit permettre de trouver une solution. Parce que comme vous l'avez, et ça c'est plus du côté des couvoirs, et peut-être que on pourra rajouter, puisque tu es là, c'est quand même quasi un doublement quand même du coût de production du poussin. Donc c'est pas neutre, mais encore une fois, c'est pas ça qui rendra c'est pas ça qui remet en question la filière elle-même. Et pour reprendre, pour qu'on soit bien clair, en termes de bien-être animal, nous, on ne mettra jamais en question nos engagements. On appelle, effectivement, et ça c'est le débat qu'on a au sein du CNPO, à ce que les autres parties qui utilisent les œufs, que ce soit la restauration ou les industriels,
participent ou prennent leur part sur un engagement, encore une fois, de bien-être animal qui est légitime, que tout le monde se sente concerné. Bonjour, Brice de Bishop, la CFA. Donc les prises de position de la CFA en l'occurrence étaient sur... alors effectivement 36 millions sur 300 millions c'est un sujet qui peut paraître un peu en décalage, sauf que ces 36 millions peuvent jouer sur l'attractivité de notre métier. Et on ne veut surtout pas décourager des nouveaux éleveurs, des futurs installés. On avait un système qui fonctionnait très bien. Et la crainte de la CFA, en fait, c'est que ce coût, au final, ne soit supporté que par les éleveurs, ce qui serait impossible. Techniquement, financièrement, voilà, les prises de position de la CFA étaient en ce sens. On ne voulait pas que ce coût, au final, qu'il n'y ait pas d'accord de trouver et que nous soyons, entre guillemets, les dindons de la farce et obligés de financer nous-mêmes ce genre de choses. Ce qui était techniquement pas faisable et financièrement encore moins. Dans le doute, on a préféré... on a préféré. Mais donc voilà, les prises de position étaient là. Je sais qu'il y a des discussions en cours, encore une fois, en ce moment, et on a bon espoir que ça arrive à un accord. On avait quelque chose qui fonctionnait. On a une incompréhension sur le fait de vouloir le modifier, alors quand il y a quelque chose qui fonctionne en agriculture, on a tendance à dire qu'il ne faut pas y toucher. Je ne sais pas si quelqu'un veut sur cette... Vincent, non, ou Loïc, non, sur ce texage. Voilà, on cherche un système qui est très simple. On a un système qui existe qui est très simple. Hein, c'est une compensation financière qu'on verse au couvoir qui est prise sur chaque achat d'œufs du consommateur. On considère que 100% des consommateurs vont faire leurs courses dans les magasins. Donc c'est là qu'on pouvait prendre en considération un problème de citoyen, d'éthique animale, voilà. Et donc c'est assez vertueux comme système. Il faut qu'on le fasse perdurer. On sait que le rayon œuf est un rayon qui vit bien dans un magasin en termes de quantité, en termes de prix. On sait que ça vit bien. Donc il faut qu'au sein de notre interprofession, on arrive à raisonner tout le monde autour d'un consensus. Mais pour l'instant, j'appelle pas ça consensus. Mais voilà. Le temps presse. Le 30 novembre arrive vite. C'est quand même dommage qu'on soit obligé d'arriver sur des derniers moments pour trouver un accord, mais j'espère qu'on va y arriver. On est des grandes personnes et il faut absolument sécuriser ce financement-là, ce qui n'est pas neutre, hein, et c'est une distinction de l'œuf français et de l'œuf allemand quelque part. Mais nous, quand on est 100% autonome en œuf, les Allemands, eux, en importent 30%. Et nous, quand on fait confiance à 5 couvoirs français pour se fournir pour la fourniture de 100% de nos poussins, les Allemands, eux, en importent, je crois, plus de 30% aussi. Donc, se pose pas la question, sur les imports, se pose pas la question de savoir si le poussin est ovosexé ou pas. Nous, l'ovosexage fait partie du label œuf de France et doit le rester. On veut le garder dans ce label-là. Donc, c'est important que tous les maillons prennent conscience de ce fait-là et qu'on puisse continuer dans la lancée de ce plan de filière là qu'on vous a annoncé, et que si l'ovosexage est un petit point pour certains parmi l'objectif des 300 bâtiments, ça reste quand même une mauvaise image qui peut être renvoyée dans notre profession. Donc c'est quand même pas terrible quand c'est un produit qui va très très bien. Je le dis comme ça, mais voilà. Question suivante. Oui, monsieur. Bonjour, Emmanuel Ducrot à l'Opinion. Je voudrais revenir sur cette question d'acceptabilité des poulaillers. On sait que c'est toujours un peu, il y a des frictions. Vous avez parlé de la disponibilité du foncier. Et par exemple, quand on veut faire des poules en plein air, on sait que c'est beaucoup mieux pour les poules et pour la qualité, mais que c'est beaucoup plus difficile à faire accepter. Alors, est-ce qu'il y a encore des régions où on a du foncier pour accueillir des nouveaux élevages ? Et ensuite, j'aurais une autre question, c'est sur on a beaucoup parlé de la concurrence ukrainienne et notamment du fait que c'était des œufs en cage qui arrivaient. Si vous pouvez faire un petit point là-dessus. Alors sur l'élevage, Brice, tu es éleveur. Dis-nous où c'est que tu es éleveur, par exemple. Alors moi, pour ma part, je suis éleveur en Île-de-France, en agriculture biologique, donc avec un accès au parcours. Il y a encore du foncier disponible en France pour les poules. Effectivement, il y a des régions où c'est un peu plus tendu que d'autres. L'Île-de-France en fait partie parce que
Il y a beaucoup plus de personnes que d'animaux d'élevage, mais il y a encore du foncier disponible. Mais effectivement, le problème est l'acceptabilité par les associations de riverains et ce genre de choses. On a l'administration française qui, suivant les régions, nous épaule plus ou moins bien. Il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est à chaque fois des délais supplémentaires, des recours pour des gens qui, en fait, nous attaquent bien souvent par méconnaissance et sans même chercher à comprendre ni à nous rencontrer. Par principe, ils entendent poulailler, ils entendent un chiffre de nombre de poules derrière, ils prennent peur et ils essayent de faire arrêter le projet qui pourtant respecte toutes les normes en vigueur, voire même un peu plus. On sait qu'en France, on a l'habitude de laver plus blanc que blanc. Donc nos poulaillers sont parfaitement aux normes et même en avance et ne représentent aucun danger actuellement. Un poulailler neuf ne peut représenter aucun danger pour la pollution ou quoi que ce soit. C'est bien souvent de la méconnaissance et du dogme même, je dirais. Aujourd'hui, en Europe, le seuil de mémoire, hein, ce serait confirmé, mais pour moi, le seuil d'autorisation, il est à 40 000. En France, on commence à avoir des démarches dès 20 000. Même en dessous, en fait, dès qu'on est en autorisation, on doit se déclarer. En dessous de 20 000, c'est une déclaration. Entre 20 000 et 40 000 de mémoire, c'est un enregistrement. Oui. Le seuil est à 30 000. Le premier seuil est à 30 000. Régime déclaration à 30 000 poules. C'est 30 la déclaration. 30 à 40. Et 40, oui. 40 ah, on rentre sur des dossiers qui sont financièrement et techniquement très lourds à gérer pour un agriculteur aujourd'hui. Mais exemple de question que j'ai pu avoir chez moi sur une installation de poulailler plein air, c'est est-ce que le caquettement des poules, des voisins qui m'ont appelé quand ils ont appris le projet, est-ce que le caquettement des poules n'allait pas être trop bruyant, par exemple? Et vous avez dit qu'on voulait des œufs de poules plein air, c'était mieux, mais c'est le problème du citoyen français qui est un peu contre beaucoup de choses et qui pourtant veut retrouver dans ses rayons de l'origine et des produits de tel et tel, répondant à tel et tel cahier des charges. Il y a du foncier disponible dans plein de régions françaises, hein, c'est clair. Alors 4 mètres carrés par poule, un poulier de 30 000 poules plein air, ça occupe une seule personne et il faut 12 hectares de terre. Oui, 12 hectares pour 30 000 poules. Et c'est l'équivalent d'une unité de travail lissée sur l'année. Donc 30 000 poules plein air, donc 12 hectares, il faut les trouver quand même. Il y a des régions françaises où c'est très tendu sur le foncier par l'occupation humaine et par aussi la concurrence entre les productions animales. Je vois dans ma région, la Bretagne, eh bien, il y a des productions porcines ou bovines qui ont besoin de foncier, soit pour alimenter les animaux, ou soit pour l'épandage des effluents aussi. Alors que nous, on est sur une production où on peut exporter les effluents très facilement vers des régions plus céréalières. Mais voilà. Vous aviez une deuxième question sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, alors Loïc, si tu veux aller sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, donc il y a l'accord d'importation en franchise de droits de douane a été suspendu au mi-juin, mais l'Ukraine continue à exporter des œufs vers l'Europe et des ovoproduits vers l'Europe en payant des droits de douane aujourd'hui, mais on a des niveaux de prix de marché qui sont assez élevés actuellement en Europe, qui permettent à l'Ukraine, même en payant ses droits de douane, de rester compétitif. Mais les flux ont un petit peu diminué sur juillet-août, mais restent quand même très importants. Vous aviez vu lors des manifestations agricoles du début d'année, hein, ça avait illustré des agriculteurs belges qui avaient arrêté un camion d'œufs ukrainiens qui venait sur la région parisienne, avec sur la boîte marqué « œufs ne répondant pas à la réglementation européenne ». L'exportateur ukrainien était tout à fait dans ses droits de noter ce genre de choses, il est très clair. C'est ce qui est déplorable, c'est de laisser ces produits-là rentrer sur notre territoire. Et notamment, ça arrivait en région parisienne, et c'est des œufs qui se sont peut-être retrouvés, mais je suis sûr qu'ils ne se sont pas tous retrouvés dans les magasins parce qu'il y a une pression qui s'est mise sur l'importateur français pour que ça s'arrête. Mais l'utilisation de ces œufs-là d'origine étrangère, on le déplore. Toute origine qu'elle soit. Hein. On a eu aussi un distributeur qui a fait appel à des œufs à un moment donné, des œufs blancs dans des boîtes roses et autres. Bon,
on lui a écrit, on lui a fait comprendre, et notamment les éleveurs lui ont écrit pour lui faire comprendre que ce n'était pas normal. Mais quand vous avez la distribution française, la grande distribution en magasin, on vous a dit dynamique de plus 4,4%, Alice vous l'a dit tout à l'heure, plus 4,4% de vente en volume. Si je raconte pas de bêtises, mais en juillet dernier, la grande distribution a vendu 520 millions d'œufs. En janvier dernier, elle avait vendu 640 millions d'œufs. Donc un delta de 120 millions d'œufs d'un mois à l'autre. Il faut qu'on soit capable de répondre à cette variation de demande. C'est pas toujours facile de trouver des œufs. Alors on en oriente un peu vers les ovoproduits pour essayer de toujours satisfaire le consommateur en termes de quantité d'œufs. Alors c'est vrai que par certaines périodes de l'année, certains sont tentés d'aller chercher de l'œuf à l'extérieur, mais il faut que ce soit très très limité. Et on tient à féliciter la grande distribution française de mettre à disposition du consommateur à peu près 100% d'œufs français dans les rayons. Mais c'est aussi que la grande distribution sait qu'elle va trouver des œufs de qualité dans la production française. Question naïve, est-ce qu'il y a des moyens d'action pour contrer cette invasion, entre guillemets, ukrainienne? Déjà, l'action de restauration des droits de douane au-delà d'un certain quota, c'était déjà une action. Après, en France, on a des œufs qui sont issus de poussins ovosexés. C'est aussi une différenciation. Le logo œuf de France est une différenciation. Les moyens, mais nous, on ne les a pas forcément. Ce sont ces personnes qui nous obligent, par exemple, à nourrir nos animaux avec des aliments non OGM ou avec du soja non déforestant ou tout un tas de choses comme ça et qui permettent, par contre, l'entrée de produits sur nos territoires qui n'obéissent pas à ces règles-là. Donc si on n'est pas capable de mettre un minimum de règles de protection ou dans nos accords de libre-échange de mettre quelques clauses qui nous protègent de ces trucs-là, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est que de communiquer sur notre produit qui obéit à tout ce qu'on vous a dit tout de suite. La législation européenne, à partir du moment où, comme ça a été mentionné tout à l'heure, ils mettent que c'est non conforme à la législation européenne, la communauté estime que le consommateur est informé. Et c'est ça on a des incohérences à ce niveau-là. Et il faut savoir que dans les accords de libre-échange, les notions de bien-être animal, etc., ne sont pas prises en compte. Les seules notions qui sont prises en compte sont des notions sanitaires et il n'y a pas de contrôle. Normalement, il devrait y avoir des contrôles aux frontières à l'entrée sur les produits qui rentrent et on sait qu'il n'y a pas de contrôle, ou très peu, ou de temps en temps. Et on doit avoir, normalement, on est d'accord moi je suis... On ne peut pas rester isolé dans notre monde, mais si on échange des produits, si on travaille de la même façon, ça va. Si on a les mêmes conditions de production, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau réglementaire, au niveau social, au niveau du bien-être des animaux, etc., on a une concurrence qui est peut-être tellement déloyale qu'on aura... Après, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une croissance des volumes importés Ukraine aujourd'hui. Et il faut qu'on ait, nous, notre production suffisante. Si on a une production suffisante, en valorisant l'image œuf de France, etc., on arrive à avoir une production qui sera 100% française ou 100% européenne. Oui, monsieur à droite. Oui, Gérard Lepuil pour l'Humanité. Vous avez cité beaucoup de chiffres. Il y en a un que j'entends jamais. Quelle est la proportion de céréales produites en France et de protéagineux qui entrent dans l'alimentation des poules pondeuses, à votre connaissance? Alors ma connaissance est très très limitée là-dessus. Et si personne ici n'a la réponse, eh bien, je vous propose on va interroger, nous, les fabricants d'alimentation animale, et qui seront sur la poule pondeuse et essaieront de vous répondre. Et si quelques autres journalistes souhaitent une réponse à cette question-là, on diffusera la question très largement avec l'agence Adocom que je remercie d'avance pour l'organisation. Et Arnaud, mais c'est pour la poule pondeuse, hein? Ah oui, oui. Oui. Bonjour, Olivier Monod, Libération. J'ai deux petites questions. La première sur les 300 nouveaux poulaillers. Est-ce que vous avez une attente précise du gouvernement pour vous aider à ça ou en fait vous vous débrouillez tout seul? Et la deuxième, ça rejoint un peu la question précédente sur justement l'impact environnemental globalement de la production d'œufs en France. Alors je sais que ça provient notamment beaucoup de l'alimentation. Je ne sais pas quels sont dans votre plan, vous ne présentez pas vraiment de mesures pour réduire cet impact environnemental ou le maîtriser?
Alors, sur la construction des poulaillers, on est une filière qui se prend en charge. On ne demande pas d'argent à l'État. Il n'en a pas. On ne va pas demander de l'argent à quelqu'un qui n'en a plus. Mais non, on va, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre en place des bâtiments. L'éleveur, lui, va vendre ses œufs à son conditionnement ou industriel des produits avec une production contractualisée, avec tout un tas d'indicateurs dans ces contrats-là. Notamment, le principal indicateur, c'est l'alimentation, qui représente 65% du prix de revient d'un œuf. Donc là, des critères de variabilité, 65% du coût de production d'un œuf. Et là, on a des index qui font varier le prix de l'œuf en fonction du prix de l'aliment. Tout ça se suit bien. Et je dirais que ces industriels de l'œuf ou des conditionneurs de l'œuf qui sont réunis au sein du SNIPO ont bien compris que s'ils voulaient maintenir cette production en France, il fallait être capable de fournir aux porteurs de projets des contrats qui respectent aussi le bas de page, c'est-à-dire le revenu de l'éleveur. Le revenu de l'éleveur est quelque chose de primordial. C'est un investisseur. Le 30 000 poules plein air que j'ai pris tout à l'heure en exemple, une construction neuve, aujourd'hui, c'est 50 € par poule. Donc je vous laisse faire 30 000 par 50. 1 500 000 €. Bonne réponse à droite. 1 500 000 € d'investissement. C'est très conséquent pour une unité de travail. 1 500 000 € avec des coûts de financement. Alors ça baisse un petit peu, mais avec des coûts de financement qui représentaient quand même un poids notable dans l'amortissement des bâtiments. Des bâtiments qu'on essaye d'amortir sur une dizaine d'années. C'est vraiment notre objectif aussi d'amortir ces bâtiments sur 10 ans, tout en préservant un revenu pour l'éleveur. 10 ans, c'est court et c'est long, mais vous remarquez, depuis 2012, les changements de trajectoire qu'on demande aux producteurs d'œufs français. 2012, la mise aux normes cage aménagée, une mise aux normes européenne, et depuis 5 ans après, on a demandé aux producteurs progressivement d'aller vers de l'alternatif. Et ça a été très compliqué. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui parce que on est en 2024, 12 ans après. Eh bien, la plupart des producteurs ont aujourd'hui, ou la grande majorité des producteurs, ont amorti leurs investissements en 2012 et peuvent repartir sur autre chose. Mais c'est indispensable d'arriver sur ces durées d'amortissement. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Et Alice, sur l'impact environnemental. Sur l'impact environnemental, du coup, nous, on suit un petit peu l'évolution du bilan carbone de l'œuf en essayant de... du coup, on a missionné l'ITAVI, qui est notre institut technique, pour trouver un peu des solutions afin d'améliorer le bilan carbone, sachant que sur un œuf, ce qui pèse le plus sur le bilan carbone, en effet, c'est l'alimentation. Donc c'est plus les 3/4 du bilan carbone. Et donc, comme les fabricants d'aliments, les fédérations de fabricants d'aliments sont autour de la table du CNPO, on dialogue régulièrement avec ces fédérations-là qui, elles-mêmes, ont mis en place des plans de décarbonation. Et donc, nous, tout notre objectif, c'est d'accompagner ces fédérations-là, fabricants d'aliments, dans leur stratégie de décarbonation qui, de fait, va faire baisser aussi le bilan carbone de l'œuf au global. Et je crois qu'en émissions de gaz à effet de serre, on est dans des productions d'origine animale, on est le trait du dessus du graphique. Vous avez les productions bovines, productions porcines, et nous on est vraiment le trait au-dessus. Donc on n'a pas un impact, mais on n'a pas un impact énorme, mais on a quand même un impact qu'il faut qu'on améliore. Mais là aussi on a éventuellement quelques chiffres de l'ITAVI qu'on pourra. 0,6%. Oui, l'aviculture, 0,6% des émissions de gaz à effet de serre des productions animales. De l'agriculture. Des productions animales. Des productions animales, oui. 0,6%. Oui. Oui, Arnaud, tu as une question. Oui, j'ai une question de Dominique Chapuis des Échos. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les coûts des productions qui baissent, les coûts de production qui baissent, et permettent de baisser le prix des œufs? Et est-ce que cette baisse des prix en rayon va se poursuivre? À l'heure actuelle, le seul coût de production qui varie à la baisse en ce moment, c'est l'alimentation. Et bien malin qui pourra dire comment vont évoluer les matières premières agricoles.
Le reste, les charges de structure sont assez fixes. Les charges salariales, pour ceux qui ont de la main-d'œuvre salariée, sont plutôt en augmentation. Donc, au niveau de la production, la seule charge variable qui peut évoluer éventuellement à la baisse, c'est l'alimentation, mais personne ne prend de pari là-dessus. Voilà, nous avons atteint un point haut, je dirais, en juin 23 sur le coût alimentaire. Depuis 12 mois, le coût alimentaire a bien baissé. On a pu le voir, nous, dans tous les indicateurs que l'Italie nous produit pour toutes les familles de l'interprofession. Donc, ce paramètre alimentation a bien baissé. Après, l'application au prix de vente consommateur, ce ne sont pas les éleveurs. Je crois qu'il y a une chaîne Egalim qui se suit jusqu'au dernier metteur en marché. Et là, je ne sais pas si, Hugues, tu as quelque chose à rajouter sur l'évolution du prix de vente consommateur. On a noté qu'il était à moins 0,8%. Je pense qu'il y a des baisses qui pourraient arriver, mais je ne sais pas. Oui. Bon. Allez, une dernière. Vas-y, Hugues, après on prend une dernière question. Pour aller dans ton sens, il y a déjà eu une baisse. Alors, c'est vrai qu'on a la discussion souvent au CNPO, c'est qu'il y a des effets lissage en France par rapport à d'autres pays qui répercutent beaucoup plus vite. Donc, et là, on est dans la phase de baisse et on va tout faire pour maintenir ça. Pour compléter ce qui a été dit, il y a l'alimentation et puis il y a l'énergie qui était très très haute en 2022-2023, qui a quand même baissé. On en sait quelque chose puisque ne serait-ce qu'un rayon frais en magasin, ça coûte cher en énergie. Donc voilà, c'est les deux critères qui baissent. Et à chaque fois qu'on va dans ce sens-là, sur cette belle filière sollicitée par les producteurs, par les consommateurs, on fera ce qu'il faut évidemment pour poursuivre et adapter et la rendre encore plus à disposition sur une alimentation saine, accessible à tous. Oui, dernière question ici. Myriam Lemédier, l'AFP, ça marche. Simplement concernant l'accord au sectage, moi j'avais quand même le souvenir qu'il y a 2 ans, le gouvernement avait un peu mis son grain de sel pour que l'accord aboutisse. Est-ce que vous, dans les discussions, dans la sollicitation des ministres, enfin voilà, vous avez prévu de faire en sorte que ça s'accélère avec l'aide peut-être de l'État? Alors, je fais attention à ce que je dis pour ne pas être trop loin, mais de vous donner les informations les plus fraîches possibles. Nous avons été à peu près 60 jours sans ministre, ça vous le savez aussi. Nous avons une nouvelle ministre qui essaye d'organiser tout son board, on va dire, donc ça demande un peu de temps. Nous avons envoyé une demande de rendez-vous à Madame le ministre de l'Agriculture sur ce sujet spécifique. Voilà, mais aujourd'hui, je crois qu'elle est à Clermont, demain à Clermont, je ne sais pas si c'est sa préoccupation principale de nous répondre, mais on a bon espoir d'avoir un rendez-vous prochainement et nous sommes en relation étroite quand même avec des services de l'État pour leur expliquer l'avancée de notre démarche. État qui s'est longuement à plusieurs fois félicité de cet accord vertueux sur l'ovosexage. Donc, mais quel est l'impact de Madame la ministre sur ce... Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils suivent ça de très près. Mais le vide sans ministre ne nous a pas aidés dans notre calendrier. Voilà. Arnaud me fait signe. Top. Bon, tout est dit. Ouais. Et après, de toute façon, on vous a réparti sur des tables, vous avez des interlocuteurs de la profession un peu partout. Il y a des chaises vides qu'on va pouvoir réoccuper s'il le faut, pour resserrer un petit peu tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit. Alors, je crois que certains avaient hésité à manger des œufs ce matin ou n'en avaient pas mangé. Ils vont en remanger ce midi. Entrée, plat, dessert, avec des œufs. Alors, je vous souhaite un bon appétit.